Regardez-moi ça. Dans cet épisode, C'est trop bien, je ne tiens plus. Jamie et Adam font de la peinture et de la démolition. C'est dingue. Ils tentent de répondre à la question « Peut-on redécorer à la dynamite ?» Attention, mise à feu! Ensuite, l'équipe perd la boule en testant des techniques de contrôle mental. Je suis prêt à lui faire enlever son béret. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage et Jamie Heineman. Ce n'est pas interdit les balles traçantes. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. C'est pile ce que je voulais. À leur côté, Dory Bellecci, La science, c'est amusant. Carrie Byron Tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui? et Grant Imara. Vous êtes prêts? Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Peut-on repeindre sa maison à la dynamite? En regardant la télé, Adam et Jamie sont tombés sur un mythe explosif. Pour peindre ses murs sans aucun effort, Mr Bean utilise une méthode qui fait gagner du temps. Un pot de peinture, un bon vieux bâton de dynamite, et le tour est joué. Voilà ce qu'on doit faire. Comme Mr Bean est fainéant et qu'il ne veut pas peindre cette pièce, il prend un bâton de dynamite et fait exploser un pot de peinture, ce qui repeint toute la pièce. Ça va nous donner l'occasion de faire péter des trucs de façon créative. On va bien s'amuser. Pour reproduire ce mythe, ils ont besoin d'une petite pièce, d'un pot de peinture, d'un voisin malchanceux qui fournit sa silhouette et d'un peu de dynamite. Ils commencent par construire la pièce en une seule journée. La première question qu'on se pose en réfléchissant à ce mythe, c'est est-ce qu'une pièce peut tenir le coup après une explosion suffisante pour la repeindre? Il faut donc qu'ils construisent une maison suffisamment résistante pour endurer une déflagration de peinture. On est en train de construire la maison qui nous servira de terrain d'expérimentation. Comme on ne peut pas la construire en entier et la mettre sur le camion, il faut la faire en pièces détachées. Jamie s'occupe de construire le plancher et le plafond, tandis que Adam fabrique les 4 murs en plaques de plâtre. Regardez comme ils ont des styles opposés. C'est vraiment de la bombe. Ce truc, c'est pas de la... Ils finissent dans les temps. Je crois que j'engagerai quelqu'un quand je voudrais retaper ma baraque. Comme les voisins de l'atelier sont un peu allergiques aux explosions, nos peintres et détonateurs en herbe vont au champ de tir le plus proche. Attends. C'est pas vrai. Tu as vérifié la hauteur, non? C'est un miracle. Le plus important n'est pas d'avoir une grande maison, mais d'arriver à la faire rentrer dans le camion. Mettez vos chapeaux en aluminium. Les Mythbusters enquêtent sur le contrôle mental. Il paraît que vous allez bien vous prendre la tête. C'est le mythe préféré des théoriciens du complot, le contrôle mental exercé par le gouvernement. Ça peut englober pas mal de choses, comme l'hypnose ou la pose d'électrodes dans le cerveau pour influencer les actions des gens. C'est un sujet de science-fiction classique. Dans les années 50, le contrôle mental était un thème récurrent dans les films de série B, où les femmes étaient les jouets sans défense de psychopathes télépathes. Aujourd'hui, des théoriciens du complot prétendent que les gouvernements utilisent toujours des méthodes pour contrôler les esprits des gens et leur imposer leur volonté. C'est vrai que ça couvre un large spectre, mais cette émission a une certaine éthique. On ne peut pas se mettre à planter des puces dans le cerveau des gens. On va donc commencer par délimiter notre champ d'étude. Le contrôle mental s'effectue grâce à un objet qui permet d'influencer le comportement d'une personne à son insu ou contre son gré. Nous allons utiliser les critères que vous avez pris sur l'énergie gratuite. Seulement des plans, des modèles à assembler ou des brevets trouvés sur Internet. Ça en fait un paquet.
Voici le casque psionique. Je ne suis pas sûr de savoir ce qu'il est censé faire, mais je pense qu'il propose d'augmenter mes capacités télépathiques innées. Pour la bagatelle de 290 $, ce kit contient un casque de vélo et une cheville en bois enveloppée dans du cuir et rehaussée d'un cristal. Les instructions indiquent qu'on accède au pouvoir psychique procuré par le cristal en le réglant. Grant le relie donc à 2 boutons de commande. Le casque est prêt à entrer en action. Jamie et Adam viennent ici pour tracer des plans. Je vais essayer de forcer Jamie à enlever son béret grâce au casque. L'homme au béret ignore qu'il est la cible de cette expérience psychique. Soudain, il remarque le casque. Tu fais quoi? Rien. Tu as passé un bon week-end? Tori essaie de parler comme si de rien n'était, tout en réglant subtilement son casque psionique. Jamie n'en revient pas. C'était parfait. Pendant qu'on discutait, je me suis connecté à son énergie psychique sans qu'il s'en aperçoive. Maintenant, je suis prêt à lui faire enlever son béret. Pendant 1h30, Tori mobilise toute la force de concentration qui est en lui. Mais le béret de Jamie ne change pas de place. Pour l'instant, je trouve le casque psionique complètement bidon. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Je vais réessayer. Espérons qu'il utilisera ses pouvoirs phénoménaux pour faire le bien. Je suis dans un cratère, dans le champ de tir du département du shérif d'Alameda. C'est mon petit coin de paradis sur Terre. Salut. Salut, content de vous revoir. Nous aussi. Pour cette petite sauterie, Adam et Jamie ont invité des amis amateurs d'explosion. J.D. Nelson, sergent des mineurs, et Frank Doyle, agent du FBI à la retraite. Ce qui me tracasse le plus, c'est de savoir si notre bout de maison rudimentaire va résister à un bâton de dynamite ou s'il va complètement exploser. Avec la quantité d'explosifs qu'on va utiliser, je pense qu'il tiendra le coup. Mais j'en mettrai pas ma main au feu. Je vois. Pour pouvoir vérifier les pronostics de Frank, les Mythbusters doivent installer leur petite maison dans la poudrerie. Je pose les fondations. Voilà la séquence de la construction. Grâce à la magie de la télévision, elle est terminée en un temps record. N'oubliez pas que je suis assuré. Une fois Adam revenu sur Terre, Jamie et lui examinent leur travail. Encore un petit peu de déco et ce sera un vrai nid douillet. On a construit la maison en une demi-journée. Elle ne paie pas de mine, mais on va arranger ça avec une bonne couche de peinture. L'explosion de peinture doit couvrir toute la pièce, sauf la silhouette humaine. Comme Jamie n'a pas trouvé de volontaire pour rester aux premières loges pendant l'explosion, il a donc réquisitionné Randy, un mannequin de sauvetage. Je vais accrocher le mannequin là-haut. On espère que ça fera un dessin un peu comme ça, à cause de la peinture. Adam s'occupe de la peinture, mais ne suit pas le mythe à la lettre. J'ai transvasé la peinture du pot métallique dans un pot en plastique. Parce que le FBI et le bureau du shérif, qui nous prêtent le champ de tir, préfèrent qu'il n'y ait pas d'éclat en métal et qu'à la place, on prenne un pot en plastique. Il manque un élément indispensable, la dynamite. C'est là qu'entre en scène Joe Conefal, expert en incendie. Les explosions, c'est son rayon. J'ai ici un récipient en plastique qui contient 150 grammes de... C'est tout ce que nous pouvons vous révéler. Bien sûr, même si vous avez tous les ingrédients nécessaires, n'essayez pas ça chez vous. Dans la séquence qui nous sert de modèle, Mr. Bean met un bâton de dynamite dans un pot de peinture, ou l'équivalent. C'est la même chose que ça, grosso modo? En fait, ça dépend du type de dynamite. Et il y en a de toutes sortes, mais celle-là est assez puissante. Elle explose à une vitesse de 6400 mètres secondes. 6400 mètres. C'est plus de 10 fois plus rapide qu'une balle. C'est à peu près ça. La vache.
Ça ne pardonne pas. La recette de Joe équivaut à un bâton de dynamite. C'est l'heure des derniers préparatifs. Le pot de peinture est en place. Toutes les personnes non indispensables à l'expérience évacuent. L'amorce est attachée à l'explosif, qui est placé dans le pot, conformément au mythe. Enfin, la mèche est attachée à l'amorce. Tout est en place. La tension monte. C'est trop bien. Je ne tiens plus. Encore une journée où tout s'enchaîne bien. On construit une maison le matin, on trouve comment la peindre avec de la dynamite l'après-midi. Une journée comme les autres pour nous, les Mythbusters. Une question reste en suspens. Qui va appuyer sur le bouton? C'est pile. D'accord, rends-moi ma pièce. Adam s'apprête à tout déclencher. On fait évacuer. Attention, mise à feu! Attention, mise à feu! Tout le monde reprend son sérieux. Ça fait quoi, ça? Enfin, presque tout le monde. C'est enfin l'heure de peindre avec de la dynamite. 5, 4, 3, 2, 1... Tori a essayé d'influencer Jamie pour qu'il retire son couvre-chef. Tu tripotes tes boutons? Mais le béret n'a pas bougé d'un iota. Pendant ce temps, Grant a assemblé les deux autres outils de contrôle mental. D'abord, l'hypnotiseur électronique. Grâce à une lumière clignotante et un signal sonore, il est supposé plonger les gens dans une transe hypnotique. Le bruit varie entre bruit aigu très rapide et bourdonnement très lent. Enfin, c'est surtout très agaçant. Grant s'attaque également à un grand classique de la théorie du complot, les sons subliminaux. Cet appareil marche au son. Il enregistre les ordres que vous prononcez et les camoufle au milieu d'une musique ou d'un autre programme audio. Des messages subliminaux? C'est ça. C'est cool. Passons du subliminal au minable. Tori veut tester le casque psionique en situation. Pour tester cet appareil de contrôle mental, nous allons l'expérimenter en public. Nous allons faire un essai dans l'une de nos cafétérias préférées pour voir si ça fonctionne. Le plan psychique machiavélique de Tori est de commander sans bouger les lèvres. Vous voulez manger? Rachel Loeb, la gérante, est évidemment un peu troublée par ce client farfelu, mais elle joue le jeu. Un double espresso? Un cappuccino? Un jus de fruits pressés? Un café? Elle passe en revue tout le menu, sauf le produit que Tori essaie de projeter mentalement. Un sandwich et une soupe? Ça ne fonctionne pas. C'est nul. Je voudrais un mocha, Un petit? s'il vous plaît. Un pour moi aussi. D'accord. Vous n'avez pas perçu le message de Mocha? Non. Non, oui. Elle, oui. C'est fou. On savait qu'il voulait un mocha. Vous ne l'aviez pas réglé à l'envers? Il était sûrement dans le mauvais sens. Ça doit être ça. Tori ne fait pas du tout illusion. Si les Mythbusters veulent faire de vraies expériences sur le contrôle mental, ils doivent arrêter de faire les andouilles. Sur le champ de tir, Adam et Jamie testent un mythe explosif pour faire de la déco. Je parie que ça va couvrir de peinture jaune entre 30 et 40% de la surface des murs. C'est du bricolage à la sauce Mythbuster. Enfin, c'est moins du bricolage que du pilonnage. C'est le moment crucial où on appuie sur le bouton. Soit ça réussit, soit ça rate. Si cela rate, on peut toujours refaire un essai. En cas de réussite, cela provoque souvent un rire du genre « Je fais vraiment un boulot formidable ». 3, 2, 1... Voilà l'explosion. Et voilà le rire. Je n'aurais pas aimé être dedans. La maison a un peu grandi. Peut-être, mais qu'en est-il de la peinture? Et le mannequin a-t-il eu droit à sa silhouette sur le mur? Wow.
La pièce a bien morflé. C'est hilarant. Je crois qu'on avait tout bien réglé. Quand ça a explosé, je pense que ça a d'abord détruit la pièce. Ensuite, ça a couvert environ 40% de la surface de peinture. Deux éléments qui prouvent que c'est impossible de peindre une pièce avec l'équivalent d'un bâton de dynamite. Voilà la table. De plus, il n'y a rien qui ressemble à une silhouette. Plus important encore, Si quelqu'un s'était trouvé dans cette pièce, je pense qu'il serait à mi-chemin entre le poulet rôti et le filet mignon. En d'autres termes, il serait bien tendre. C'est du bidon. Tout juste. Bizarrement, ce qu'on a vu à la télé n'est pas possible à reproduire dans la réalité. Cela dit, il y a toujours moyen de reproduire les effets d'un mythe en restant fidèle à l'esprit. la méthode explosive de Mr. Bean ne tient pas la route. Mais Adam et Jamie ne baissent pas les bras. Ils vont mettre à contribution leur ménage de Mythbusters pour concocter une méthode de bricolage au poil. Je vais faire des expériences à échelle réduite pour découvrir la meilleure technique possible. Tu as raison. Je n'ai pas d'idée précise de mon projet, mais je pense que c'est une bonne idée de procéder à tâtons. Oui. Les idées vont bientôt fuser. Pendant qu'il cogite, Karim met également son bulbe à contribution. Je pense que nous ne prenons pas cette expérience assez au sérieux. Nous devons faire des expériences dans un environnement contrôlé et être plus rigoureux dans notre méthode. On devrait construire une pièce où on isolerait le sujet en se débarrassant de tous les facteurs extérieurs. Comme ça, on verrait si ces appareils contrôleurs d'esprit ont une quelconque influence. Comme ils prétendent affecter les ondes cérébrales, on pourrait utiliser un électroencéphalographe qui nous permettrait de les mesurer. Les électroencéphalographes mesurent l'activité du cerveau humain en temps réel. Un réseau d'électrodes détecte des changements infimes dans l'énergie électromagnétique dégagée par les neurones en activité. C'est un éclair de génie d'utiliser cet appareil pour tester la manipulation mentale. C'est parfait. En vérifiant si les appareils de contrôle mental affectent les ondes cérébrales, on peut voir s'il y a du vrai dans cette histoire. Mais il faut commencer par construire une pièce isolée, où un sujet, ignorant la situation, sera sous le feu de plusieurs appareils. L'équipe cherche également d'autres machines pour contrôler l'esprit, en plus de l'hypnotiseur de Karim. Grant a parcouru une pile de plans venus du bureau des brevets. Nous avons commencé par chercher dans les brevets, parce que les 94 que j'ai là sont souvent cités en exemple par les théoriciens du complot. Ils disent que le gouvernement s'en sert pour manipuler les gens mentalement. Si les machines à manipuler l'esprit existent, voilà où les trouver. Grant a passé des heures à trier les brevets et à évaluer leur potentiel. Tu as bossé jour et nuit, Grant. Tu as fait ton tri? J'ai retenu 2 brevets. L'un se base sur l'air pulsé et l'autre sur un aimant rotatif. Les deux s'adressent à la résonance sensorielle de 1/2 Hz. Les machines qui émettent un champ magnétique faible toutes les 2 secondes peuvent prétendument exciter la résonance sensorielle de 1/2 Hz du cerveau humain. Cela peut entraîner des sentiments de tension, de somnolence ou même d'excitation sexuelle. Sur 94 brevets, ces deux-là sont les plus intéressants à tester? Oui, ce sont les plus simples à construire et d'après moi, ceux qui ont le plus de chances de donner des résultats. Grant se penche sur l'aimant rotatif. On prétend qu'il est idéal pour stimuler la résonance sensorielle de 1/2 Hz tant qu'on le règle à la bonne vitesse. Il faut qu'il aille très lentement, à 1/2 Hz, c'est-à-dire une révolution toutes les 2 secondes. Là, c'est bon. Pendant ce temps, Tori se débat avec le concept de la machine à air pulsé.
Je construis un simulateur subliminal acoustique. Un générateur, un manipulateur, système nerveux. Je manipule le système nerveux. J'essaie de manipuler une fréquence en changeant la pression atmosphérique. Tori n'arrive pas à dire pulsation subliminale acoustique atmosphérique, mais il arrive à construire un ventilateur pour en émettre. J'ai installé l'interrupteur de vent et je vais y fixer le ventilo. Vous allez voir. À chaque fois que ce disque tourne, il se met en travers du courant d'air. Tout comme l'aimant, le ventilateur fonctionne en envoyant de l'air toutes les 2 secondes, c'est-à-dire un demi-hertz. Mais il y a un hic. L'appareil aspire. Ça ne manque pas d'air. Zut, j'ai réglé le ventilateur à l'envers. Il aspire au lieu d'envoyer de l'air. Il faut que je répare ça. Tori renverse le ventilateur et la situation. Tout est enfin prêt pour la grande parade du contrôle mental. Adam et Jamie travaillent sur des maquettes pour essayer de peindre une maison d'une pièce. Cette chambre de combustion saura résister aux explosions et ses murs blancs sont prêts à être repeints. C'est splendide. Inspiré par le système perfectionné de la veille, Adam fabrique son propre interrupteur de mise à feu. Chacun utilise un paquet de 5 grammes de poudre noire et une dose identique de peinture. Tout se joue donc sur la méthode de répartition de la peinture. Le premier test servira de témoin. Ils reproduisent l'expérience de Mr Bean à l'échelle. Si les résultats sont identiques à ceux d'hier, c'est qu'ils ont bien respecté les proportions. 3, 2... Je suis sûr qu'il ne va rien se passer, mais bon. 1. C'est fabuleux. Alors? Génial. Viens voir ça, c'est fantastique. La pièce est aspergée inégalement à 40%. C'est à peu près le même carnage qu'hier. Voilà ce que je te propose. Je sais que tu as quelques idées. J'en ai de mon côté. Je vais faire quelque chose avec 5 grammes de poudre. Tu fais quelque chose aussi. Et on fait des tests. Je pense qu'on peut arriver à de meilleurs résultats avant la fin de la journée. Ça marche. Adam et Jamie, les cracks de la démolition, s'opposent dans un face-à-face explosif. Adam utilise des tubes de peinture et une paille remplie de poudre noire au milieu. 3, 2, 1. C'était un petit peu plus puissant. En effet. Ça a bien recouvert le milieu de la pièce. Il y a une ligne de peinture à l'endroit où j'ai placé la poudre. Pour peindre une pièce entière, il faudrait une colonne de peinture et d'explosifs sur toute la hauteur. Jamie a essayé d'imiter un mortier. Il a construit un récipient en métal qui contient la peinture et la dirige. C'est une charge explosive située sous la peinture qui la propulsera. Allons-y, 3, 2, 1. Ça a marché comme t'avais dit. Ce n'est pas également réparti, mais c'est le meilleur résultat jusqu'ici. Ça montre que c'est assez efficace de construire un objet qui tire dans un sens, comme un canon. Il faut passer à l'échelle supérieure. Adam se penche à nouveau sur l'idée du tube de peinture, pendant que Jamie réfléchit à des projets délirants de mortier en forme de pyramide. Quel que soit le résultat, cela va être une explosion de couleurs. Les fondus du contrôle mental ont transformé l'atelier en centre d'observation psychique. Ils ont construit une pièce isolée et plusieurs appareils de contrôle de l'esprit qu'ils comptent tester à l'aide d'un électroencéphalographe. Voici le poste de contrôle. Nous avons un contrôle visuel et sonore sur le sujet qui se trouve dans la pièce isolée. Nous pouvons aussi voir ses ondes cérébrales sur un moniteur et constater tout type d'activité sortant de l'ordinaire. Tout est prêt. Avant qu'on ne commence à tester les appareils de contrôle mental, Carrie se porte volontaire pour vérifier que l'électroencéphalographe fonctionne. Passe-moi une épingle, je ferai un nœud. Carrie risque d'avoir un choc.
Le grand coiffeur Grant Imahara va la métamorphoser à grands coups d'électrodes et de gel conducteur. Tout va bien se passer, Carrie. On dirait un dentiste. Tu te débrouilles très bien. Quand il te fait subir un truc affreux. Maintenant, je vais passer à ton oreille. Ça va te faire un peu bizarre. Prête? Détends-toi bien. Je te dirai quand ce sera fini. D'accord. Au fur et à mesure que Carrie se détend, son activité neurale faiblit et se stabilise. Maintenant qu'ils connaissent sa ligne de base, Tori et Grant ne peuvent pas s'empêcher de torturer Carrie mentalement. C'est son cerveau? Oui. Attends. Prêt? Vas-y. Ça marche. Grant en a vu suffisamment et il est satisfait. On a vu une grande crête dans le tracé quand Tori a donné un coup dans la porte. Ça prouve que le système fonctionne. C'est bien qu'on sache comment s'en servir. L'électroencéphalographe mesurera les variations des ondes cérébrales du sujet. C'est une variable importante, puisque les 5 appareils peuvent produire un effet sans qu'il y ait des signes discernables à l'œil nu. Tout ce qui manque à présent, c'est un cobaye prêt à se dévouer pour la science. Voici Terry, le superviseur de l'atelier des Mythbusters. Comment ça va, Terry? Tu fais quoi? Tu veux nous servir de sujet pour une expérience? Il faut seulement que tu t'assoies et que tu te détendes. T'es bon pour ça. Je suis un peu nerveux, mais ça peut passer. Terry se laisse conduire dans la pièce avec tout l'entrain d'un condamné. C'est bon? C'est bon. T'es prêt? Je suis prêt pour le gel. C'est parti. Il ignore tout de cette expérience. C'est la routine par ici. Il semble résigné sur son sort. Bonne chance. On va pouvoir lui tripatouiller le cortex. Comment est-il? Très détendu. Son niveau d'activité est très bas. Il faut 5 minutes sans aucun stimulus pour obtenir la ligne de base de Terry. Cela permet à Tori de coiffer son casque psionique et de tenter de contrôler l'esprit de Terry. S'il arrive à influencer ses ondes cérébrales par la pensée, les électroencéphalogrammes le prouveront. Au début, c'est le même fiasco que dans la cafétéria, puis il y a un regain brutal d'activité cérébrale. Il y a eu un pic. Ça fait comme ça. Oui. Impossible de savoir si le casque a fonctionné avant que les données de l'électroencéphalographe ne soient analysées. Mais d'après les apparences, Terry s'est sans doute simplement endormi. S'il dort, ce petit incident est sûrement dû à un rêve. Ou à ton énergie psychique. C'est possible. Pendant les 5 dernières minutes sans stimulus, les ondes cérébrales de Terry continuent de varier énormément. Je me demande si son cerveau n'est pas trop perfectionné pour cette technologie. Ou alors il est psychotique. Au bout de 20 minutes, il sort de la pièce en disant qu'il a rêvé. J'ai rêvé que je conduisais sur la file de gauche et qu'un camion me fonçait dessus. Je crois qu'on a vu ça. On t'a vu juste avant l'accident. Il y a carrément eu un moment où tous les paramètres sont sortis du tableau. Grant envoie les données au laboratoire. Quand les résultats tombent, ils rendent tout le monde perplexe. Son cerveau a affolé notre système. Oui, ces ondes θ, qui sont en rapport avec le sommeil, étaient très élevées, comme s'il était endormi. Dès le départ? Dès le début de l'expérience. C'est un zombie sur pattes. Tori annonce la mauvaise nouvelle. Tu as laissé filer ta chance. Voici John, le documentaliste de l'émission. Comme c'est le seul qui ne soit pas encore au courant de ses expériences de contrôle mental, c'est le cobaye idéal. Que penses-tu des décharges à haute tension? Sur moi ou sur les autres? Bien répondu. John est peut-être bien le cobaye idéal pour cette expérience. Après avoir scrupuleusement reproduit la séquence où Mr. Bean repeint à la dynamite, Adam et Jamie ont conclu avec éclat qu'elle ne valait rien. De but en blanc, je dirais que c'est bidon. Mais on n'a pas encore fait le tour de cette histoire explosive. Nos amis pensent avoir trouvé des méthodes pour parvenir à leur fin.
Jamie construit un ensemble de 5 mortiers de forme pyramidale. C'est un assemblage de pyramides avec un explosif au sommet de chacune. C'est un défi de bâtir un objet en 3 dimensions aussi complexe, même pour un génie portant fièrement le béret. De l'autre côté, Adam est content de ses tubes en plastique. Ça me plaît énormément. Je vais utiliser un cordeau détonnant assez fin. C'est l'équivalent d'un cordon explosif. La détonation rapide devrait vaporiser la peinture beaucoup plus efficacement que la poudre noire. Je vais enrouler des tubes contenant 4 litres de peinture en tout, autour d'un cordeau détonnant. Et c'est parti mon kiki. Retournons voir Jamie, qui a fignolé son projet avec soin. Chaque assemblage de 4 triangles constitue ce qu'on appelle un creuset, dans le jargon de la pyrotechnie. Chaque creuset aura une amorce au fond et une petite dose de peinture sur le devant. J'ai tout bien calculé pour que la peinture soit projetée sur le mur quand la charge explose. Je vais souder tout ça. J'ai pas mal travaillé sur ce genre de choses, surtout pour des pubs. Cela sert à diriger l'explosion dans un but bien précis. Par exemple, si on veut faire sauter le capot d'une voiture, on met ça dessous et ça canalise l'explosion vers le haut. Après des heures à trimer avec un fer à souder brûlant, Jamie obtient ce qu'il voulait, un mortier à peinture multidirectionnel de qualité. On va bien s'amuser. Je pense qu'on peut refaire une sortie. Nos 2 machines sont prêtes. Il faut seulement qu'on retape un peu la baraque. Mon appareil va peindre chaque mur d'une couleur différente. Comme j'ai peur que tu fasses exploser les parois, je préfère passer en premier. On commence par mes tubes de peinture. On a du pain sur la planche. Allons-y. Ça marche. Les voilà repartis pour le champ de tir, où ils retrouvent Frank Doyle. C'est bien qu'on ne l'ait pas détruite entièrement. La maison que Adam et Jamie ont bâtie a besoin d'être bâtie à nouveau. Nous sommes sur les lieux de notre forfait. Il faut que je remette le bâtiment sur pied en 90 minutes. La partie la plus endommagée est la plaque de plâtre. C'est cela qu'on remplace en premier. Ne faites jamais ça chez vous. Ne jamais faire quoi? Se taper la tête contre les murs ou abattre un mur en montant sur des échasses? Ce sont des échasses pour cloisons sèches. Elles sont utiles pour poser des cloisons sèches. Ce que je suis justement en train de faire. Ça m'évite de déplacer une échelle tout le temps et ça me permet de travailler en hauteur. En plus, elles sont cool. Je connais pas bien le terrain. Adam ressemble à un bébé girafe, mais avec une visseuse dans la main, il ne perd pas le nord. Il me faut encore des clous et une cloison sèche. Jamie s'en sort très bien, sans échasse. Il vient d'assembler le toit. Un petit coup de chariot élévateur et tout est en place. C'est du bon boulot. La pièce est prête et Randy est en place. Adam peut poser ses explosifs. J'ai une solution très simple pour obtenir les mêmes résultats que Mr. Bean. Une pièce peinte uniformément, la silhouette d'une personne qui était dedans et des murs qui sont encore debout. Ce sont des tubes de polyéthylène de 4 mm environ, que j'ai scellés et remplis de peinture. Il y a 2 litres en haut et 2 litres en bas, délayés avec de l'eau. Au centre, il y a un cordeau détonnant orange de 10 grammes par mètre. Les poches de peinture de Adam sont en position. Une fois que les artificiers ont relié le cordeau détonnant à l'amorce, il ne reste plus qu'à lancer l'explosion. Attention, mise à feu! Attention, mise à feu! Éloignez-vous! L'équipe s'accroupit bien à l'abri et écoute le savant pronostic de Jamie. Il y aura de la peinture sur le mur, mais de façon peu uniforme. Peinture à la dynamite. 5, 4, 3, 2, 1...
Retournons dans l'empire de la manipulation mentale. John, le documentaliste, a l'honneur d'être le rat de laboratoire. On va essayer d'influer sur ces ondes cérébrales depuis l'extérieur, grâce à 4 appareils de contrôle mental. Après 5 minutes sans stimulus, sa courbe est stationnaire. C'est le bon moment pour tester la première machine à modeler les esprits. L'interrupteur tourne. On teste la machine à air pulsée pendant 10 minutes. Ces pulsations atmosphériques sont censées exciter la résonance sensorielle de John de 1/2 Hertz. Les effets entraînés vont de la somnolence à l'excitation sexuelle. Selon Grant et Tori, novices en la matière, John n'a pas l'air affecté. Ses ondes cérébrales n'ont pas été affectées non plus, mais il faudra avoir l'analyse finale des encéphalogrammes. Je me sens bien. Parfait. Les abeilles sont prêtes? Machine suivante, l'aimant rotatif. Comme la machine à air pulsée, il est censé exciter la résonance sensorielle de 1/2 Hertz. Encore une fois, aucune réaction de John. Ensuite, la machine qui émet des sons subliminaux. Apparemment, elle fonctionne en envoyant un message sonore caché, perceptible seulement par le subconscient. Donne ton argent à Tori. Donne ton argent à Tori. Comme Tori se rend compte que cette suggestion ne donnera pas de résultat immédiat, il change de tactique. Vas-y. Gratte-toi le nez. Gratte-toi le nez. 8 minutes plus tard, c'est Tori qui craque à la place de John. Gratte-toi le nez, imbécile. T'as intérêt à te gratter le nez. Gratte-toi le nez. Gratte-toi le nez. Gratte-toi le nez. Ne me force pas à venir. John n'a même pas effleuré son nez. C'est l'heure du dernier test. L'hypnose électronique de Carrie. À eux deux, cette lumière clignotante et ce signal sonore sont censés plonger la victime dans un état hypnotique. On va réduire un peu la vitesse. Actuellement, c'est un peu trop rapide et agaçant. Ces ondes cérébrales ont fait un bond. Cette fois-ci, les ondes cérébrales de John ont été nettement affectées. Sans doute distrait par le signal intermittent, Tori ne fait pas attention à un phénomène peut-être crucial. John s'est gratté le nez. Est-ce qu'il a réagi tardivement aux messages subliminaux ou est-ce que son nez le démangeait? Le jury se réunit pour délibérer et prononcer le verdict. Au départ, je pensais que ça allait être une perte de temps colossale. Mais on dirait que vous avez obtenu quelques résultats concernant le contrôle mental. Commençons par le casque psionique. Il marche à fond. Non. Non, je rigole. À moins qu'on arrive à prouver la perception extrasensorielle, on ne pourra pas tester cet appareil. Pour nous, c'est bidon. Sans surprise, un cristal sur un casque de vélo ne confère pas de pouvoir psychique à son propriétaire. L'air pulsé? L'air pulsé n'a eu aucun effet sur les ondes cérébrales. Et nous n'avons aucune preuve scientifique que cela fonctionne. Jusque-là, une perte de temps. Les analyses des encéphalogrammes par les experts montrent que l'aimant rotatif a peut-être affecté les ondes cérébrales de John. L'aimant rotatif? Il a eu un effet certain sur les ondes cérébrales de John en tournant. Pourtant, il y a une possibilité pour que l'aimant ait affecté l'électroencéphalographe lui-même. Comme il a déjà été prouvé scientifiquement que les stimuli électriques directs peuvent influer sur le comportement, on va dire que ce mythe est plausible avec cet appareil. Qu'en est-il des messages sonores subliminaux? John a fini par se gratter le nez, mais c'était pendant le dernier test avec l'hypnotiseur. De plus, les électroencéphalogrammes se sont révélés négatifs. Cette méthode est donc bidon. John avait seulement envie de se gratter le nez. L'hypnose? Les ondes cérébrales de John ont réagi. On sait que l'hypnose à distance peut avoir des effets. Donc, cette méthode est plausible. Elle a quand même un effet limité. Comme pour toutes les méthodes de contrôle mental, elle n'est pas assez sophistiquée pour qu'on puisse pousser quelqu'un à acheter du popcorn, du soda. Ou à tuer le président. Voilà. Vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Score final, 3 méthodes bidons, 2 plausibles. Encore un mythe intrigant qui mord la poussière. 5, 4, 3, 2, 1... Je vois beaucoup de verre.
Et ça tient encore debout. C'est bien. C'est très bien. Allons voir. On peut aller voir? Regardons un peu ça. Il y a de la peinture sur toutes les caméras. Et sur les murs? La vache. Il y a une couche de peinture, mais que vaut-elle? Je pensais faire mieux que ça. La peinture a été projetée en une vapeur fine sans que les murs ne soient endommagés. Mais ce n'est pas du bon travail. Les murs sont très peu recouverts, hélas. On le voit bien. Tu peux pousser l'analyse? Ça paraît logique qu'en faisant exploser de la dynamite près d'un pot de peinture, ça gicle partout. Mais c'est plus complexe que ça, quand on regarde la situation. Il y a une onde de pression qui se déplace de façon prévisible à 360 degrés autour du point de détonation. S'il n'y a pas de peinture de chaque côté répartie en quantité égale, c'est fichu. J'espère que les téléspectateurs vont réfléchir à ça et nous envoyer des emails pour qu'on se penche à nouveau sur ce mythe. Avant de leur écrire, regardez quand même Jamie qui va lancer sa bombe de peinture pyramidale. Prêt à installer ton dispositif? Oui. C'est une question d'honneur pour les Mythbusters. La pyramide à peinture de Jamie représente leur dernière chance de réussir. C'est une expérience qui demande de la précision. 2 cm de plus. Pile au milieu. Ensuite, c'est aux experts en démolition de s'assurer que l'engin explosera bien. Ils placent un cordeau détonnant dans chacun des 5 creusets. L'explosion est concentrée en faisant un nœud avec les mèches. Reste le sujet des munitions. Tu veux peindre chaque mur avec une couleur différente? C'est mon but. Excellent. Les 5 bombes à peinture sont opérationnelles. Jamie les fixe soigneusement. Comment ça va, voisin? Je repeins ma maison, faut pas rester là. Repeindre sa maison avec des explosifs? C'est fou! Les 5 mortiers sont prêts à tirer. Tout est en place, sortons d'ici. Et Jamie est fier comme un coq. Ce qui est formidable dans ce boulot, c'est qu'on peut souvent faire des choses que personne n'a faites avant nous. Les experts en démolition sont admiratifs devant l'expérience d'aujourd'hui. Dans le bunker, l'œuvre de Jamie est baptisée par son créateur. La fleur de la mort. La flor de la muerte. C'est ça. Tu es prêt? Oui, Los cazadores de mitos. c'est parti. D'accord. Tais-toi, branché. Ça y est, il suffit que Jamie lance le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Les images sont peu convaincantes. Il vaut mieux aller voir ça de près. Depuis le bunker, on a l'impression que les pyramides de Jamie n'ont pas été à la hauteur. La fenêtre a l'air rouge. Je n'ai pas l'impression d'avoir obtenu ce que je voulais. Allons voir. C'est affreux. Quelle horreur. Ça n'a pas du tout fonctionné. C'est une bonne méthode pour faire de l'expressionnisme abstrait. C'est un vrai chef-d'œuvre. C'est du Jackson Pollock dans toute la pièce. Chaque mur fait penser à une période de sa carrière. Adam raconte vraiment n'importe quoi. Qu'en pense Jamie? Le seul indice qui nous permette de voir ce qui s'est passé, ce sont les différentes traînées de peinture qu'il y a sur chaque mur. Les mortiers ont envoyé la peinture droit devant eux, mais ils ne l'ont pas répandue. La peinture a été canalisée, mais elle a aspergé les murs au lieu de les recouvrir. La couche verte de Adam est donc toujours visible. La fleur de la mort de Jamie et la poche de peinture de Adam ne risquent pas d'être disponibles dans tous les magasins de bricolage de sitôt. Si on passait encore 2 jours à peaufiner nos méthodes et à faire des explosions, on arriverait sans doute à recouvrir à peu près complètement les murs. Mais ça continuerait à faire des dégâts dans tous les coins. Ça prouve bien qu'il n'y a pas de méthode correcte pour peindre sa maison à la dynamite. C'est dommage, mais c'est comme ça.
Finalement, quel est le verdict sur la possibilité de peindre à la dynamite? La version de Mr Bean est bidon, la nôtre aussi. C'est clair. Le meilleur résultat obtenu, c'est ta méthode géniale pour faire de l'art moderne en un clin d'œil. Mais c'est bidon quand même. C'est bidon. Encore un mythe qui a fini contre le mur.